Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vous enregistre cette petite intro depuis l'Australie. Je suis chez mon copain et j'ai un petit life update à vous faire en avant-première pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Je vais m'installer en Australie, chez mon copain, tout simplement. Je vais retourner à Bali dans 10 jours, puis revenir mi-novembre m'installer à Perth avec mon chéri et ça ne change pas grand chose pour vous bien évidemment, ni pour mes clients, mes consultants. Parce que c'est sur le même fuseau horaire que Bali, mais voilà, je suis heureuse de vous partager cette bonne nouvelle qui me rend très très heureuse, voilà. Et ça fait une bonne transition par rapport à l'épisode du jour, puisque aujourd'hui je vous présente une interview que j'ai enregistrée il y a quelques semaines à Bali avec Aurore, qui est ma coach, avec qui j'ai fait quelques séances justement sur les relations amoureuses, sur les enjeux d'attachement, la dépendance affective, etc. Et je pense qu'elle n'y est pas pour rien dans la réussite de cette relation, ou en tout cas voilà, cette démarche de travailler sur ma dépendance affective, sur mes réactions émotionnelles dans le cadre des relations amoureuses. Ça m'a aidé tout simplement à aujourd'hui avoir une relation saine, une relation qui fonctionne, une relation épanouissante. Du coup, j'ai décidé de l'interviewer. Voilà, comme je vous l'avais promis dans un de mes épisodes de podcast de fin août où je vous expliquais justement que je commençais à faire des séances avec cette coach. Donc j'ai décidé de l'inviter dans le podcast pour pouvoir vous présenter son travail, le fruit de ses recherches et ce que ça peut vous apporter aussi si vous avez aussi des objectifs de développement personnel autour des relations et des relations amoureuses. Je vous laisse avec l'épisode du jour du coup et je vous fais plein de gros bisous, plein de soleil de l'Australie et je vous souhaite une très bonne semaine. Et bienvenue Aurore dans mon podcast. Merci Louise de m'avoir invitée. De rien. Cool. Comment tu vas en ce moment ? Écoute, ça va, plutôt la belle vie à Bali, sympa. Ouais. C'est mieux quand même que d'être en France, ouais. Sous la grisaille parisienne. Ouais, là, on est dans ta belle maison. Les personnes qui nous regardent en extrait du réel pourront voir dans le décor dans lequel on est et c'est vraiment pas mal. Donc ouais, c'est sympa comme cadre pour enregistrer un podcast. Non, c'est clair. Donc aujourd'hui on va donc parler du sujet de la dépendance affective. Donc tu es en train en tout cas tu proposes des offres concernant cette thématique. Donc avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, dire un petit peu ton parcours, tes déclics avant d'entamer du coup ce vaste sujet. Ça marche. Écoute, alors donc moi c'est Aurore. Alors c'est marrant parce que moi j'ai fait des études de droit, donc j'ai été avocate. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocat pendant 1 an et puis après je suis passée de avocate à juriste, mais dans le droit du cinéma. Donc je bossais pour une boîte de prod de cinéma, où j'ai bossé pour eux pendant plus de 6 ans et c'était vraiment chouette. Et puis à un moment donné, je me suis demandé ce que je foutais là. Enfin, pas que ce que je foutais là, mais je me suis dit ça a des limites, etc. Donc, et ça coïncide au moment où j'ai commencé à pratiquer le yoga. Donc c'était il y a 10 ans. Et quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'ai commencé à me poser des questions de savoir qu'est-ce qui pouvait me rendre heureuse, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de réaliser mon rêve qui était de partir faire un tour du monde. Donc en fait, j'ai tout plaqué, je suis partie faire un tour du monde. Et je me suis spécialisée aussi dans le yoga à ce moment-là. J'ai fait des formations parce que je voulais pas rentrer à Paris sans rien, sauf qu'en fait je voulais pas rentrer à Paris. Donc je me suis installée à Bali et j'ai recommencé tout à zéro. Et tout en me concentrant sur le yoga. Et puis forcément à ce moment-là j'étais célibataire et puis on fait des rencontres et puis on se retrouve à rencontrer des hommes qui finalement, je sais pas, il y a toujours un truc qui merde. Moi j'ai eu quand même des relations longues, mais là sur ce coup-là en fait j'ai pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que dans une première relation je me suis fait bloquer.
Je me suis dit merde, alors première fois que ça t'arrive, tu paniques, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Bon bref, donc forcément ça te challenge et t'as envie de comprendre ce qui se passe et pourquoi t'es en train de vivre ça, si c'est ta faute, si c'est l'autre qui est complètement taré, enfin bon bref. Et puis bon c'est tout, et puis après j'ai rencontré d'autres personnes et là c'est même pas je me suis pas fait bloquer, je me suis fait ghoster et du jour au lendemain plus de son, plus d'image. Et pareil, tu te poses des questions, tu te dis mais est-ce que c'est moi qui ai un problème? Donc, et forcément le dénominateur commun c'est quand même toi, donc tu te poses des questions. Et j'en ai eu marre, donc j'ai commencé à me dire bon ok, va falloir que j'aille investiguer sur qui je suis, quels sont mes schémas, pourquoi je vais vers ce type de personne, et est-ce que c'est juste un problème global extérieur ou c'est moi? Bon, je pense que c'est pas que moi, n'est-ce pas? Après avoir investigué des heures et des heures. Donc j'ai commencé en fait à m'intéresser à ce sujet et à essayer de regarder sur le net, sur internet, lire des bouquins sur l'attachement. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressée à une personne sur internet qui parlait des enjeux d'attachement. Et là, j'ai commencé à vraiment à focaliser là-dessus parce que c'est tout ce qu'elle disait, ça me paraissait tellement tomber sous le sens et c'était super intéressant que je me suis lancée là-dedans pour essayer de comprendre qui j'étais. Alors, si je suis très, très honnête, au départ, c'était pas pour comprendre qui j'étais, c'était pour comprendre le comportement de l'autre, du partenaire. Et en fait, de fil en aiguille, tu finis par comprendre qui tu es et pourquoi tu as ces schémas-là. Et donc, comme je suis hyper sensible déjà à tout ce qui est psychologique, parce qu'il faut savoir que en fait, j'ai 2 parents qui sont psy. Donc, mon père est psychiatre, psychanalyste et ma mère est psychologue. Donc, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Et donc, c'est quelque chose auquel je suis très, très sensible. Et donc, du coup, j'ai voulu me spécialiser là-dedans. En fait, pour moi, c'était très naturel et spontané. Et donc du coup j'ai fait une formation et je suis toujours, je suis plus en formation mais je continue à me nourrir quotidiennement pour en apprendre un peu plus et pour être plus à même de répondre aux questionnements des gens. Et puis j'ai commencé à faire ça aussi avec des copines, à conseiller des copines. Et puis elles m'ont dit ah mais t'es bonne là-dedans, tu devrais continuer et tout. Et donc de fil en aiguille, j'ai voulu en faire un petit business en tout cas, parce que c'est plus une passion qu'un business. Voilà. Je suis curieuse de savoir du coup qu'est-ce qu'ils en pensent tes parents de ta formation, de toutes ces réflexions-là, toutes ces techniques au final d'accompagnement psycho-émotionnel que tu as pu explorer. Alors, je vais être très honnête avec toi, mes parents ne savent pas. Comme ça, c'est réglé. Ils ne savent pas pour la bonne raison que, en fait, je pense qu'ils sont d'une génération où, si tu veux, ils sont très dans tout ce qui est psychanalyse. Ils sont pas contre d'autres outils, mais malgré tout, je pense qu'ils sont hyper méfiants. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait des études de psychologie ou je pense qu'il serait un peu dans le jugement. Donc, du coup, j'attends un peu d'asseoir totalement cette pratique pour pouvoir en fait en parler plus spontanément plutôt que c'est mon petit truc à moi en fait. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Pour introduire un petit peu le sujet, on diabolise en fait souvent le fait d'être attaché, qu'il faut pratiquer le détachement et surtout quand on est une fille un peu fleur bleue, qu'on a des chagrins d'amour, on nous dit tout le temps mais tu t'attaches trop vite, t'es trop attachée. Voilà, il y a un truc un petit peu négatif autour du fait d'être attaché. Et il y a aussi ce concept-là en fait du détachement dans la philosophie du yoga. Donc qu'est-ce que t'en penses toi de ce concept un petit peu diabolisé et de cette image négative que peut avoir en fait l'attachement? Alors moi je te dirais que dans le yoga il y a effectivement le principe de non-attachement et je te dirais que pour certaines choses je trouve que le principe de non-attachement il est très bien, c'est-à-dire tout ce qui est matériel ou même quand tu fais certaines poses dans le yoga, en fait en gros on te demande de te libérer d'une certaine manière un peu de ton ego et de te dire ok t'es là pour pratiquer, en fait t'es pas là pour faire une pose en particulier ou par exemple, si tu as
t'es rentré dans un job et que ton job te plaît pas, et ben avoir le courage d'en partir et de lâcher plutôt que d'essayer de résister. Enfin, donc pour moi, le principe de non-attachement, je dirais que ça a un sens. Après, dans les relations humaines, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je pense que les êtres humains ont besoin d'être connectés les uns aux autres. De toute façon, un enfant, je veux dire, s'il n'est pas attaché à sa mère ou enfin si on s'en occupe pas, et forcément la personne qui va s'en occuper au début, l'enfant va s'attacher. Donc sans attachement, il peut pas survivre. Et d'ailleurs, ça aussi, parfois c'est mal vu. On critique les mères qui sont trop fusionnelles avec leur enfant. On va leur dire que leur enfant va être surattaché à elle, alors qu'au final, c'est un besoin. Oui. C'est un besoin. Moi, la nuance que j'apporterais à ça, en fait, c'est plus... je parlerais plus d'un attachement sain, parce que sinon on part effectivement dans tout ce qui est schéma dysfonctionnel de codépendance affective ou même à l'inverse, enfin extrême inverse, l'ultra-indépendance. J'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul. Mais en fait, déjà dans la vie en général, dans la société, on est tous dépendants les uns des autres. Ça veut pas dire qu'on est attachés les uns aux autres. Mais en tout cas, dans les relations humaines proches, il y a forcément de l'attachement. Et après, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on arrive à mettre en place une sorte d'équilibre entre les deux personnes, les deux partenaires, que ce soit même dans une sphère familiale ou romantique, il faut qu'il y ait une interdépendance, c'est-à-dire qu'il y ait une connexion qui se fasse de manière saine, qu'il n'y ait pas non plus une fusion trop importante, que chacun en fait puisse conserver sa propre identité personnelle, sa propre individualité, quoi. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Est-ce que du coup tu peux maintenant nous expliquer du coup le cœur de ce que tu as commencé à bien partager sur les réseaux qui m'ont d'ailleurs parce que du coup je l'ai pas raconté, je sais pas si je te l'avais dit à toi aussi, mais du coup j'ai commencé à me questionner moi sur ce truc là, est-ce que je m'attache trop vite, etc. Parce que du coup j'étais dans une nouvelle relation. Et j'ai cherché du coup un peu sur internet de trouver des psys qui sont un peu spécialisés dans ce truc-là, et j'ai pas forcément trouvé mon bonheur. Et pile ce jour-là où du coup j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, je suis vraiment du coup retombée sur tes posts parce que du coup je te suivais parce qu'on se connaît, voilà. Et du coup j'ai vraiment ce jour-là vraiment lu avec attention du coup tes posts sur Instagram sur les enjeux d'attachement. Et là ça m'a fait du coup tilt, alors que avant j'avais pas forcément bien saisi, ça m'avait pas forcément plus parlé que ça. Donc est-ce que tu peux expliquer quels sont les enjeux d'attachement? Je crois qu'il y en a 4, quelque chose comme ça. Donc, ouais. Alors oui, effectivement, il y a 4 enjeux d'attachement, et c'est vrai que c'est assez... ça résonne. Alors bien évidemment, c'est des catégories et chaque être est unique, mais on va forcément, je pense, se ressentir dans l'un ou l'autre des attachements. Donc il y a un attachement dont moi je suis issue à la base, qui est l'attachement d'anxieux préoccupé, qui en fait... tous les attachements proviennent en fait de l'enfance, de la façon dont on s'est attaché à nos parents, enfin en tous les cas à ceux qui nous ont élevés, donc que ce soit nos parents ou d'autres personnes, et qu'on a eu comme modèle. Et donc l'anxieux préoccupé, donc c'est celui qui va généralement paniquer dans une relation quand l'autre commence à prendre un peu de distance, parce qu'il y a derrière il y a des peurs et il y a des blessures. Ça, et c'était le mien aussi. Voilà, exactement. C'est le tien aussi, où effectivement on a cette peur d'abandon. Donc quand notre partenaire commence à prendre de la distance, comme on est assez sensible aux modifications de comportement de l'autre, tout de suite ça va tilter, et là on va avoir une peur panique, une angoisse, on va se dire merde, l'autre est en train de se barrer. Et donc du coup, au lieu de s'auto-réguler, on va tout de suite paniquer, et on va essayer de s'accrocher au maximum à l'autre, qui va encore plus prendre de distance, parce que généralement ça fait peur. C'est l'énergie qui fait fuir, quoi. Exactement. Et souvent, c'est parce qu'on a été élevé par des parents qui étaient présents émotionnellement avec nous, mais pas de manière constante ou continue. C'est-à-dire que c'est comme s'ils nous avaient un peu donné, et puis de temps en temps ils nous donnent plus. Sauf que comme c'est pas de manière habituelle,
ou quotidienne, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit merde, on va plus recevoir, quoi. Et donc c'est comme ça qu'en fait l'anxiété elle monte. C'est comme si tu prenais une expérience avec des souris où tu leur donnes à bouffer à heure fixe. Bon bah elles savent qu'à heure fixe elles vont bouffer, très bien, elles sont dans une zone de confort, pas de problème. Mais si à un moment donné tu leur dis tu leur donnes à bouffer à telle heure et puis que en fait t'attends 24 heures et puis après tu leur donnes à bouffer 48 heures après, etc. Elles vont se dire merde, qu'est-ce que c'est. Donc c'est ça en fait qui va provoquer cette anxiété. Donc ça c'est le premier enjeu d'attachement. Le deuxième enjeu d'attachement, qui est un peu à l'extrême opposé, c'est l'attachement des évitants distants. Alors eux, ils sont issus d'une famille qui en général les a négligés émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été nourris, on a pourvu à tous leurs besoins, que ce soit matériel, physique, nourriture, etc. Mais tout ce qui est émotionnel, ça a été négligé. Soit on leur a communiqué une sorte de honte quand ils exprimaient une émotion. Et donc du coup, ils se sont dit, non, si j'exprime ça, mes parents... Enfin, il y a une association négative par rapport à cette expression d'émotion qui fait que du coup, ils vont la réprimer. Et donc, ils vont se dire, ils vont tellement la réprimer qu'ils vont se dire, non, de toute façon, en fait, j'en ai même pas besoin, tu vois. Je suis mieux tout seul, je peux me débrouiller tout seul. Et donc, souvent, les évitants distants sont des gens qui sont ultra indépendants, qui n'osent pas demander de l'aide, qui se démerdent tout seuls. Et qui, du coup, sont aussi déconnectés de leurs propres émotions, donc souvent de leur propre corps aussi. Et du coup, et en général, ce que je peux dire aussi, c'est que souvent, les anxieux se mettent avec des évitants. Donc, chacun va se challenger, se trigger, comme on dit, par rapport à leur fonctionnement. C'est-à-dire que l'anxieux va essayer d'harceler l'évitant qui, lui, va se dire « Oh là là, moi, j'ai pas envie d'être emprisonné dans une relation, j'ai besoin de liberté, je me casse. » Donc, voilà, ça, c'est le deuxième enjeu d'attachement. Il y en a un troisième qui est en fait un mix des deux, où la personne a un côté anxieux et un côté évitant. Et c'est ce qu'on appelle les évitants désorganisés. Et donc, eux, en général, sont issus de familles où il y a eu une sorte de chaos, de drama, tu vois, soit par exemple ça peut être un père ou une mère alcoolique ou maniaco-dépressive, voilà. Et donc du coup ils ont été élevés dans un système où en fait ils étaient hyper vigilants. Ils savaient pas trop comment le père ou la mère allait réagir, donc du coup ils se sont un peu transformés comme un caméléon, c'est-à-dire que pour essayer de s'adapter le maximum possible à la situation et donc répondre aux besoins du parent en question qui est complètement dysfonctionnel. Et donc souvent, ça en fait des personnes qui sont très, très sensibles, people pleaser aussi, parce qu'ils s'adaptent beaucoup, donc ils disent oui, etc. Et à la fois, ils sont dans la peur, et ils peuvent être dans la distance, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir se connecter à l'autre, mais ça va leur faire peur, et donc s'il y a une connexion qui est trop importante, si le partenaire par exemple se rapproche trop de lui, l'évitant désorganisé va prendre peur, et donc du coup va reculer et va prendre un peu la tangente, quoi. Donc, et ça en fait des personnes qui sont assez difficiles à cerner au départ, parce qu'elles oscillent d'un côté vers l'anxiété et de l'autre vers la distance, et donc du coup il y a des moments quand on est en face, on comprend pas ce qui se passe, on se dit mais je croyais cette personne elle était attirée par moi, puis en fait non, là elle prend vachement large, donc qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup ça a créé aussi une certaine de dynamique qui est un peu addictive pour l'autre parce qu'elle ne comprend pas et voilà, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est le troisième enjeu d'attachement. Donc il y a un mix des deux où derrière, il y a aussi cette blessure d'abandon, mais aussi cette peur d'être emprisonné et une volonté d'avoir une liberté importante qui fait que si on emprisonne trop la personne, on lui fout trop la pression, elle se barre, quoi. Et donc le quatrième enjeu d'attachement qui est plus l'enjeu d'attachement sécure, où je dirais 5% de la population mondiale doit être sécure. Ouais. Je pense que c'est pas la normalité. Ce sont des personnes qui, eux, ont été élevées par des familles qui leur ont... où ils ont été nourris émotionnellement par leurs parents. C'est-à-dire que les parents, en fait, venaient valider les émotions de l'enfant.
ce qui n'est pas le cas dans les autres enjeux d'attachement, on valide pas les émotions de l'enfant. Donc en fait, l'enfant, il se retient parce qu'il pense que c'est mauvais et que s'il exprime trop ses émotions, il va pas être aimé par ses parents. Alors que dans un schéma sécure, les parents vont dire ah ok, bah tu ressens ça, ok t'es en colère. Ils vont valider les émotions. C'est pas pour autant qu'ils vont valider la situation ou l'événement qui est en train de se passer. Mais donc du coup, ça va créer un environnement de sécurité pour l'enfant qui va pouvoir ensuite se développer normalement il va pas vraiment avoir de vraies blessures comme les autres enjeux d'attachement, comme la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, parce qu'il n'aura pas vécu ça, puisqu'il aura été dans un environnement safe. En revanche, il y a certaines situations qui vont peut-être aussi le challenger et qui vont le questionner. Et donc là, du coup, ça sera beaucoup moins intense que pour tout autre enjeu d'attachement. Mais il y a aussi des choses qui peuvent lui permettre de s'autoréguler. C'est-à-dire que l'attachement sécure n'est pas non plus... je veux dire, ça reste une personne humaine avec ses imperfections et ses challenges. Ok. Voilà. Ok. Moi, j'aime bien toujours illustrer mes podcasts de ma propre expérience. Du coup, je voulais un petit peu raconter comment ça s'était passé pour moi, nos 2 séances. Donc comme je le disais, du coup, moi j'ai voulu consulter pour garantir que j'allais pas avoir des réactions émotionnelles disproportionnées qui allaient saboter ma relation. Donc on a fait 2 séances ensemble. Je sais pas, est-ce que toi tu veux partager quelque chose sur comment ça s'est déroulé, ce que tu m'as proposé, dans quel état est-ce que quel était le point A un petit peu et quel était un petit peu le point B? Alors d'abord, effectivement, pour savoir un peu dans quel enjeu d'attachement t'étais, je t'ai posé toute une série de questions pour avoir une sorte de schéma général. Ce qui m'a permis un peu de savoir où tu te situais. Et puis, une fois que j'ai compris, et en fonction aussi de certains événements qui t'avaient challengé dans ta vie, ou même par rapport à ce que tu étais en train de vivre, du coup, on a pu essayer d'investiguer quelles étaient les blessures. Ce qui est important, en fait, dans les relations, c'est d'essayer de savoir d'où vient ta blessure. Et surtout d'abord de l'identifier, c'est-à-dire que si tu n'identifies pas ta blessure, ça va être difficile de pouvoir travailler dessus. Donc en fait on est allé rechercher quelles étaient les blessures. Et c'est une fois qu'on connaît donc les blessures, en l'occurrence pour toi c'est plus la blessure d'abandon et de rejet, enfin de rejet en particulier, de ne pas être la priorité dans une relation, etc. C'est de questionner en fait ces croyances, pour justement, parce qu'elles ont été ancrées depuis toute petite, donc t'es conditionnée, donc forcément quand on est conditionné depuis 30 ans, c'est pas facile à reprogrammer, et donc du coup de mettre en place un système qui te permette de reprogrammer ces blessures pour justement les surmonter. C'est-à-dire que si à un moment donné il y a un événement qui se passe qui te challenge, et du coup tu auras l'outil de te dire bon ok, alors là peut-être que c'est ma blessure et je peux la questionner, et si je la questionne, est-ce que je suis dans le vrai, ou est-ce que je suis en train de faire des interprétations qui sont... est-ce que je suis en train de partir en toupie ou en spirale, tu vois, me faire des scénarios dans ma tête. Et donc ça, c'était le sujet surtout de la première séance. Mais de la deuxième séance, ce qui est aussi importante, c'est pour que toi, tu te sentes bien dans ta relation et que tu ne sois pas justement dans un schéma de codépendance ou de « oh là là, mais l'autre me répond pas et je pars en panique, etc. » C'est aussi de savoir quels sont tes besoins. C'est-à-dire que tant que tu sais quelles sont tes priorités, tes standards, tes non négociables dans une relation, et que tu sais comment satisfaire à 70% tes propres besoins, ce qui va se passer avec l'autre va moins te challenger, va être moins intense, parce que toi-même, tu pourras y répondre. Alors bien évidemment, dans une relation, c'est important que les deux, que le partenaire réponde aussi à tes besoins, mais pas à 100% en fait.
le partenaire, il n'est pas là pour ça. Parce que l'idée, c'est que tu gardes ta propre identité. Et donc, du coup, c'est ce c'est ce que j'ai voulu travailler avec toi aussi, c'est que déterminer tes besoins pour garder ta propre identité et pouvoir aussi te montrer tel qu'est de manière authentique sans avoir peur des conséquences par rapport à ce que l'autre pourrait dire. Et pas justement être trop dans ce côté people pleaser et... Enfin, c'était pas ajustement. People pleaser, mais c'était de suradaptation en fait. Exactement. Genre, on me propose un deal, par exemple d'habiter ensemble, et ben pour pas risquer de perdre cette opportunité, c'est pas d'accepter que ça se fasse n'importe comment en fait. Exactement. Ouais. C'est pour pas oublier ce qui est important pour toi, parce qu'en fait. Le truc ici qui est un peu pour toi, c'est de te dire, comme je mets la relation, c'est la priorité, et c'est pour ça que c'est important. C'est que avant, t'aurais mis tu la mets, c'est toujours de très haute importance, mais si tu mets la relation avant tout et à tout prix, en fait, c'est ça. Ouais. Si c'est à tout prix, forcément, tu vas te trahir toi-même, tu vas t'oublier toi-même. Alors que si tu dis, ok, je sais que pour moi, la relation, c'est hyper important parce que ça fait partie de mes besoins et de ma personnalité, c'est ce que je veux, et c'est ok. Mais je dois aussi faire attention à ne pas oublier qui je suis et à pouvoir aussi avoir le courage de m'exprimer et d'exprimer mes besoins à l'autre sans pour autant avoir peur que ça se termine, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, pas une suradaptation, un équilibre des choses entre... Exactement. Et ça m'a beaucoup aidée aussi, non seulement à voir un petit peu quelles étaient... Enfin, à aussi mettre des mots, et c'est toujours bien aussi d'avoir un regard extérieur et objectif. Parce que on les sait, quels sont nos traumas, mais c'est important d'être accompagné par j'allais dire une tierce personne, mais c'est pas une tierce personne, c'est quelqu'un d'extérieur à soi pour nous un petit peu nous valider et nous dire que oui, effectivement, ça c'est une croyance qui est fausse. Notamment moi par exemple, c'était de me dire que je méritais pas et qu'il y aurait toujours quelqu'un d'autre qui serait choisi par rapport à moi, et c'était vraiment un schéma répétitif. Et puis aussi du coup l'outil de déterminer ses besoins pour se mettre en priorité en fait, même si effectivement je considère, et je pense que c'est ok, que construire une relation stable ça fait partie de mes priorités dans la vie, mais en même temps de savoir me mettre aussi en priorité, et que ce soit pas effectivement à tout prix la relation pour la relation, mais que ce soit la relation qui soit la bonne pour moi, quoi. Exactement, c'est de se prendre en considération. Mais plus tu travailles effectivement sur qui tu es, ce que tu veux, tes besoins, et que tu respectes ces besoins, plus en fait ta confiance en toi, tu construis en fait, et tu renforces ton estime de toi. Et plus tu as d'estime et de confiance en toi, moins tu vas people pleaser ou t'ajuster ou te suradapter à l'autre. Ouais. Du coup, on a parlé du coup de ces outils qu'on a utilisés ensemble dans nos 2 séances concernant du coup cet enjeu d'attachement de l'anxieux préoccupé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'autres exemples d'outils que tu peux utiliser peut-être dans d'autres enjeux d'attachement avec d'autres personnes, pour en savoir un petit peu plus du coup sur comment ça fonctionne? Oui, alors en fait, ça va dépendre effectivement de l'enjeu. Il y a l'enjeu par exemple des évitants distants. Eux, ils vont répondre plus facilement à un outil qu'on appelle l'exposition. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a des peurs qui surviennent, etc., l'idée, c'est de se mettre un peu, s'exposer. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a peur d'aller draguer une fille qui est complètement en panique, c'est peut-être petit pas par petit pas se mettre en exposition, c'est-à-dire aller dans un restaurant, peut-être que la première fois il va juste sourire à une personne, et puis ça va s'arrêter là, et puis la deuxième fois il va se dire bon ok, là je souris, puis peut-être que je vais aller oser lui parler.
Et la troisième fois, ça sera, je vais lui demander son numéro de téléphone. Donc ça, c'est des choses comme ça. Bon, pour certains enjeux d'attachement, ça marche mieux que d'autres. Donc ça c'est plus pour répondre à un besoin, tu vois, une volonté d'aller, par exemple, de répondre à son besoin de connexion émotionnelle avec l'autre, alors qu'on est tétanisé à l'idée d'aller voir quelqu'un. Mais sinon, je dirais qu'il y a donc ce qui est très important, l'outil qui est l'un des plus importants, mais qui est valable un peu surtout pour les évitants désorganisés et pour les anxieux, c'est quand il y a un événement qui est challengeant. Par exemple, j'envoie un texto, je vois que la personne lit le texto, mais elle répond pas. Et souvent que ça soit un anxieux, enfin quand on a un enjeu d'attachement anxieux, donc comme ça concerne aussi l'évitant désorganisé, souvent on panique, on se dit merde, mais putain il en a rien à foutre, pourquoi il répond pas, de toute façon je laisse tomber, et puis on commence à se raconter des histoires dans la tête, et puis c'est l'angoisse, ça monte, et puis c'est intéressant aussi de voir ce que ça nous fait dans le corps, quoi, quelles sont les émotions qui montent. Donc en fait là on va prendre cet événement particulier et du coup on va interroger, c'est-à-dire que je vais, par exemple si ça t'arrive, je vais te dire, mais tu vas me dire oui, il en a rien à foutre, il me répond pas, ou alors si ça se trouve il est en train de voir quelqu'un d'autre, je vais te dire, mais Louise, est-ce que tu crois vraiment que cette personne est en train de, je sais pas, de flirter avec quelqu'un d'autre ? Et tu vas me dire, oui peut-être, j'en sais rien. Je dis, mais est-ce qu'à 100% tu peux être sûre ? Tu vas me dire, non. Et je vais te dire, mais est-ce que ça peut être autre chose ? Est-ce que, par exemple, est-ce que peut-être qu'il est occupé, ou est-ce que peut-être qu'il a lu ton message et il était en train de faire autre chose et il s'est dit, bon, je vais lui répondre plus tard quand j'aurai le temps. Tu vois, c'est interroger ça. Et puis donc là, si tu me dis, si je te dis, mais c'est quoi la signification que tu donnes à cet événement, et que tu vas me dire, en fait, il m'aime pas, il va me larguer peut-être, et je vais te dire, mais est-ce que tu peux me trouver des exemples, qui sont des contre-exemples, où cette personne-là en question, ton partenaire, t'a montré qu'il t'aimait, ou qu'il tenait à toi, ou qu'il faisait attention à toi ? Et je vais te demander d'en trouver plusieurs pour rééquilibrer en fait l'histoire que tu es en train de te faire dans ta tête. Et voilà. Si par exemple, donc ça c'est juste un événement, mais si c'est quelque chose qui revient souvent dans ta vie, pour lequel tu es souvent challengé, par exemple tu te sens trahi, c'est pareil, on va questionner cette histoire. Et si c'est quelque chose qui est vraiment ancré profondément, je vais te demander en fait de reprogrammer sur 21 jours, et en trouvant des exemples, pas seulement dans tes relations romantiques, mais dans tous les domaines de ta vie. Donc que ça soit financière, dans ton travail, spirituel, mental, familial, etc. Pour que, en fait, au bout de 21 jours, parce qu'il faut 21 jours pour commencer à reprogrammer, tu puisses enfin ancrer cette nouvelle croyance qui est à l'opposé de celle que tu avais mis en place pour toi. Ça peut être des idées de journaling à faire quand vous pointez des schémas répétitifs. Genre, je suis rejetée, des statements comme ça, radicaux. Et tous les matins, vous vous posez devant votre journal et vous écrivez 5 à 10 raisons très random qui prouvent que vous n'êtes pas rejeté dans telle et telle sphère de votre vie. Donc, ça peut être, je suis pas rejetée parce que j'ai une copine qui a pris de mes nouvelles, ou j'ai été invitée à tel resto avec des potes, ou plein de petits trucs comme ça, quoi, qui vont faire que on va plus croire du coup à cette version, et que la version je suis rejetée va moins prendre le pas et va moins avoir d'importance, parce qu'on sait que en fait 99% du temps on n'est pas rejeté, et c'est normal parfois de vivre du rejet, mais ça fait pas partie de notre identité en fait. Exactement. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que contrairement à toutes ces affirmations positives où on se dit non, je suis bien, là ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller rechercher dans sa mémoire des expériences qui sont associées à des émotions positives. Donc c'est important, c'est-à-dire que comme tu le disais, oui, ma copine elle m'a appelée, elle m'a pris de mes nouvelles, quand on parle ça se passe bien, il y a cette espèce de notion positive qui est importante. Et il y a un autre outil aussi qui peut être intéressant dans le journaling, comme tu disais, c'est d'essayer de lister tous les coups
par exemple, d'avoir cette pensée de personne ne m'aime, ou je suis rejetée, ou je vais finir seule. Qu'est-ce que ça te coûte de penser tout le temps ça, en fait ? Finalement, ça t'apporte rien de bien. Si tu pouvais penser l'inverse, ou si tu pouvais trouver des exemples inverses, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter comme chose positive, ou comment ça pourrait te bénéficier, en fait. Et ça, c'est pas mal quand quelqu'un reste accroché à cette idée ou à cette croyance que non, il sera toujours rejeté, ou il sera toujours seul. Si tu restes là-dedans, dans 5 ans, t'en seras où ? Même dans quelques mois, ou dans 5 ans. Donc c'est pour essayer de faire comprendre à la personne qu'à un moment donné, il faut qu'elle switch. Ouais. Donc, c'est une bonne méthode, je trouve. Ce que j'ai bien aimé aussi dans les séances qu'on a fait, c'est que par exemple, tu vois, pour comparer un petit peu avec quand on va chez un psy, je trouve que quand on va chez un psy, on va raconter des choses, genre on doit raconter notre enfance, et on doit raconter, tu sais, il y a une espèce d'analyse de choses très générales, et parfois on peut avoir honte un peu de raconter des petits détails de relations, genre il m'a envoyé ce texto-là, j'ai réagi comme ça paraît anecdotique par rapport à tout ce qu'on doit aborder, même dans notre généalogie, dans notre tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors qu'en fait, finalement, ces petits détails et ces petites réactions, c'est ça qu'on vit au quotidien, et le fait d'en discuter avec quelqu'un comme toi, du coup, ça permet d'aller au cœur des choses et d'avancer vite, quoi. On n'a pas forcément besoin d'aller faire une psychanalyse de 15 ans pour découvrir qu'on a des enjeux d'attachement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, en fait, c'est juste ces petits trucs-là, parce qu'en fait, droit au but, et avec des outils concrets qu'on peut avancer rapidement, quoi. Exactement, et comme tu disais, en fait, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça a vachement d'importance, ces petits détails. Et c'est des choses qu'on a un peu honte, parfois, à les partager, justement. Alors qu'en fait, c'est ça qui va te permettre de comprendre tes réactions, et comment, justement, t'autoréguler. Parce qu'il y a aussi ça, cet outil d'autorégulation, c'est-à-dire que quand on part en toupie ou en spirale, et qu'on commence à paniquer, et qu'on a des crises d'angoisse, ce qui n'est pas le cas des évitants, puisque les évitants, eux, on réprime leurs émotions. Donc alors eux, ils sont plus paralysés, ou tétanisés, mais ils font rien, ils sont plus dans la peur. Mais quelqu'un qui a plus un enjeu d'attachement anxieux, pour s'autoréguler, c'est par exemple apprendre à respirer, faire de la méditation, faire du yoga, juste pour que son système nerveux redescende et soit pas à un niveau de cortisol et de stress super élevé, quoi. Ouais, exactement. En fait, depuis qu'on parle tout à l'heure, je pense à une copine à moi qui voit sa psy quasiment toutes les semaines, mais qui, dès qu'un mec lui laisse un vu, c'est terminado, quoi. Genre, il y a plus une once d'intelligence dans son cerveau, et c'est la panique, et c'est des suppositions, alors que par ailleurs, elle a une intelligence émotionnelle très forte, et voilà, donc pourtant, elle va faire ce travail chez la psy et toutes les semaines, mais au final, je pense que c'est dans des petites actions comme ça du quotidien, des petites réactions sur des trucs de merde qui, au final, en disent long, et sur lesquels on peut travailler de manière concrète dans notre quotidien, quoi. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, pour les personnes qui se sont dit qu'elles avaient envie de travailler aussi sur ces sujets-là ? Voilà, est-ce que tu peux parler de tes offres, et de où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? Alors, donc, moi, je suis sur Instagram. Mon Insta, c'est I am securely attached, donc tout en anglais et tout attaché. Voilà, donc c'est sur lequel, en fait, je poste assez régulièrement sur les sujets en particulier. Et après, on peut me contacter via Instagram par message privé. Et alors les offres, c'est plus une offre, on va dire, pour le moment. Ce sont des offres d'accompagnement, après que je peux adapter en fonction des besoins de la personne. Voilà, et c'est donc un suivi individuel qui se déroule par séance d'1h15 en général, avec parfois derrière, pour la personne qui est coachée, quelques exercices pour que justement à la
la séance suivante, on puisse en reparler et puis voir où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça va mieux, où est-ce qu'il y a du progrès. Et voilà, donc l'idée, c'est ça. C'est chaque séance a un thème, mais avec aussi une discussion tout à fait spontanée et normale sur des événements qui ont pu être challengeants et qu'on peut essayer d'analyser entre guillemets pour permettre à la personne de progresser. Voilà. Et de devenir... en fait, l'idée, c'est de devenir plus sécure. C'est-à-dire que à la base, j'ai fait cet Insta pour les relations affectives et c'est parce que c'est ce qui me passionne et parce que j'ai envie que tout le monde puisse avoir des relations saines, équilibrées et harmonieuses. Mais en fait, en faisant ce travail-là, c'est surtout toi, en tant que personne, que tu viens découvrir et qui va te permettre de devenir complètement sécure avec toi-même et donc, a fortiori, dans ta relation avec l'autre. Ok. Donc voilà. Merci Aurore de nous avoir partagé tout ça. Je mettrai le lien vers ton Instagram dans la description de l'épisode. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des pistes et que ça vous aidera à apaiser vos relations, parce que les relations saines, ça fait aussi partie de la santé, comme je le dis souvent dans ce podcast. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager dans votre story, mettre des étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ou repartager dans votre story le réel associé au podcast que je sortirai en collaboration avec Aurore sur Instagram. Voilà, bonne semaine à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. La présentatrice télé, quoi.